De nombreuses inondations se sont produites ces dernières années, à Prague en 2002, au Royaume-Uni en 2007, en Australie à Bangkok en 2011, à New York en 2012 ou encore en Allemagne en 2013. Eh bien, est-ce que la ville de Paris est à l'abri de telles inondations? La dernière grande crue date de 1910. Tout le monde a un peu à l'esprit les images de Paris sous l'eau, la gare Saint-Lazare inondée. Eh bien, est-ce qu'un tel événement est reproductible? La réponse est oui. Eh bien, le dessous des cartes va consacrer 2 numéros à ce risque et à ses conséquences. Et aujourd'hui, nous allons d'abord voir les caractéristiques du bassin de la Seine et les principales crues historiques qui ont touché Paris dans son histoire. Voici donc la Seine, le deuxième fleuve le plus long qui s'écoule en France. Le fleuve parcourt 777 km depuis sa source à Saint-Germain-sur-Seine, en Bourgogne, jusqu'à son embouchure au Havre, après être passé par des villes telles que Troyes, Rouen. Les principaux affluents sont l'Yonne, la Marne, l'Oise et l'Eure, plus une multitude d'autres affluents. Alors cet ensemble, constitué par la Seine et ses affluents, forme le bassin versant de la Seine, dont la superficie est de 78 650 km², soit le double de la superficie de la Belgique. Alors changeons quelques instants d'orientation pour bien comprendre ce qu'est un bassin versant. Il s'agit du territoire qui draine l'ensemble des eaux vers le même exutoire, c'est-à-dire ici la Seine, qui elle-même se jette dans la Manche. Maintenant que vous visualisez le bassin versant de la Seine, parlons des crues. Regardez ce schéma. Vous y voyez un fleuve dans son lit et les nappes phréatiques qui se trouvent dans le sous-sol. Lorsqu'il pleut, le niveau du fleuve augmente, ainsi que celui des nappes phréatiques. Mais lorsqu'il y a de très fortes pluies et que les nappes souterraines sont à leur maximum, alors le sol ne joue plus son rôle d'éponge. L'eau des nappes finit par affleurer à la surface ou dans les caves, tandis que le fleuve sort de son lit et inonde les alentours. Ces inondations peuvent par ailleurs être amplifiées lorsque les sols sont gelés ou artificialisés, comme on dit, notamment dans les zones urbanisées, car l'eau ne peut plus pénétrer dans le sol et s'écoule directement dans les rivières. Des inondations de ce type, Paris en a connu de nombreuses par le passé, mais voyons les plus célèbres qui aient été documentées. D'abord celle de 1740. Voici une carte de Paris à cette époque, et pour bien se repérer, voici le tracé du boulevard périphérique aujourd'hui. Le 26 décembre 1740, la Seine atteint une hauteur de 7,90 m sur l'échelle du pont de la Tourmelle, et pour la première fois, cette crue spectaculaire va être cartographiée. La carte que vous voyez là permet de distinguer sur une partie de la ville plusieurs types d'inondations. L'inondation par débordement de la Seine et par la remontée des égouts, comme celui de l'Arsenal qui est connecté au fleuve. L'inondation des caves, suite aux remontées des nappes phréatiques, cela touche notamment les Tuileries, l'île de la Cité, la Bastille. Cette inondation s'étend sur une bande d'environ 350 mètres de part et d'autre du lit de la Seine. Et si on se rapproche de l'île de la Cité, on voit que les principaux ports de la ville sont envahis par les eaux, comme le port de Saint-Paul, le port de Grève, le port des Quatre-Nations. Donc on le comprend, la crue de 1740 a très fortement touché la capitale. Mais la crue qui reste la plus présente dans les esprits est celle de 1910, la première crue documentée avec précision dans le monde. Voici le plan de Paris en 1910. Le 28 janvier, la Seine atteint un niveau exceptionnel de 8,62 m à l'échelle du pont d'Austerlitz. Vous voyez sur la carte les zones inondées lors de cette crue. À cela s'ajoute l'inondation des caves sur une grande partie de la ville. On constate que certaines parties inondées sont loin de la Seine, comme autour de Saint-Lazare, qui est pourtant situé à plus de 1,5 km du fleuve. Alors cela s'explique par le fait qu'en 1910, un réseau de métro est en train d'être développé dans la ville, que l'eau s'est engouffrée dans certains tunnels pour ressortir à différents endroits. Vous voyez ici les tronçons inondés lors de la crue, et cette photographie vous donne une idée de l'importance des dégâts. Et puis le réseau de métro n'est pas le seul touché. La navigation est interdite sur la Seine dans Paris, faute de hauteur pour que les bateaux puissent passer sur les ponts. Une des usines qui produit l'air comprimé de la ville, située dans le 13e arrondissement, est inondée,
Donc toutes les pendules publiques et les ascenseurs de la ville sont à l'arrêt. Paris est isolé du reste du pays, car les gares des Invalides et d'Orsay sont inondées, tandis que les gares de Lyon et d'Austerlitz sont fermées. Il y a d'autres conséquences plus dramatiques. Il n'y a plus d'électricité, plus de gaz et surtout plus d'eau potable. Et cela pendant des semaines, sans parler des ordures qui flottent dans les rues inondées. Il a fallu 2 mois et demi pour que la Seine redescende sous la cote d'alerte, c'est-à-dire 3,20 m, et plus de 3 mois pour que les odeurs nauséabondes disparaissent et que l'ensemble du réseau de métro fonctionne à nouveau. Au total, cette crue a touché 20 000 immeubles habités par quelques 200 000 Parisiens. Alors pour éviter qu'une catastrophe avec de telles conséquences ne se reproduise, des aménagements ont été réalisés sur la Seine et dans son bassin versant. D'abord, pour améliorer l'écoulement du fleuve, des travaux sont réalisés entre 1910 et 1932, avec la démolition de la passerelle de l'Estacade de l'île Saint-Louis, du barrage de la Monnaie, la reconstruction de certains ponts comme celui du Carrousel avec des piliers moins larges pour faciliter l'écoulement de l'eau. Il y a eu également des aménagements du fleuve comme l'approfondissement de son lit, le rehaussement des berges avec la construction de murettes de protection. Et enfin, dans le bassin de la Seine, des lacs réservoirs artificiels ont été creusés entre 1949 et 1990 en amont de la Seine et sur ses affluents pour stocker l'eau lors d'un épisode de crue. Sur Lyon est construit le lac de Panessière. C'est le lac le plus éloigné de Paris, situé à plus de 250 km de la capitale. Sur la Seine est construit le lac d'Orient. Sur l'Aube, les lacs du Temple et d'Amance. Sur la Marne est construit le lac du Der-Chantecoq. Il dispose d'une capacité de 349 millions de mètres cubes et s'étend sur 48 km², ce qui en fait le plus grand lac artificiel de France métropolitaine. Et ce système doit répondre à 2 missions. Regardez ce schéma. En hiver, l'eau de la rivière est détournée et stockée pour éviter une crue trop importante. Et en été, lorsque le niveau des cours d'eau est bas, l'eau est réinjectée dans les rivières pour le tourisme, l'agriculture et l'eau potable. Or, ces 2 missions peuvent être contradictoires. Il arrive que les lacs soient remplis précocement en prévision d'une période plus sèche, alors qu'il faudrait qu'ils restent vides en prévision d'une éventuelle crue. Eh bien, malgré tous ces aménagements, on constate que le risque de crue majeure est toujours là. Alors pourquoi? Eh bien, d'abord parce que les lacs réservoirs ne sont pas suffisants. Au meilleur des cas, ils peuvent retenir 830 millions de mètres cubes. Or, en 1910, ce sont entre 3 et 6 milliards de mètres cubes qui se sont écoulés. Ensuite, les berges et les murettes sont insuffisantes. Si la ville de Paris s'est dotée de murettes pour se protéger d'une crue similaire à celle de 1910, ce n'est pas le cas dans les autres départements où les murettes sont moins hautes. Donc il y a encore de très sérieux risques. Alors comment se dérouleraient les événements en cas de crue? C'est sur le pont d'Austerlitz que les hydrologues mesurent la hauteur de la Seine, tandis que c'est le zouave du pont de l'Alma qui permet aux Parisiens de se faire une idée de la gravité de la crue. Voici les principaux niveaux d'alerte et la procédure en cas de montée des eaux. Lorsque la Seine atteint 2,50 m, on entre dans un état de vigilance. La hauteur d'eau est alors transmise quotidiennement à la préfecture de police. À 3,20 m, c'est la mise en alerte et la première fermeture des voies sur berge. D'abord la voie piétonne entre le pont Royal et le pont de l'Alma. Ensuite 2 autres tronçons à 3,45 m et 3,70 m. À partir de 4,30 m, c'est l'arrêt de la navigation sur la Seine. À 4,35 m et 4,80 m, 2 autres voies sur berge. À partir de 6 mètres, ce sont les premières inondations dont on n'a pas de cartographie précise, mais on a l'activation du poste de commandement de crise gouvernementale. À 6,20 m, ce sont les premiers dommages au réseau avec l'inondation du RER-C. À 6,50 m, des coupures préventives de RDF. Voici les zones qui pourraient être concernées par des coupures d'électricité dans Paris pendant la crue. À 6,60 m, première fermeture du métro, et vous voyez ici en rouge les lignes arrêtées, et en jaune celles qui fonctionneraient toujours lorsque la crue serait à son maximum. Eh bien, ces mesures se font en fonction des prévisions et des tendances de la crue et pas au centimètre près.
Alors vous voyez, contrairement à ce qu'on peut penser, nous ne sommes pas à l'abri aujourd'hui d'une crue de type 1910. Des aménagements ont certes été construits sur la Seine, en amont, dans le bassin versant, mais ils ne sont pas suffisants pour éviter totalement une crue centennale. Alors centennale, ça ne veut pas dire qu'il y a une crue tous les 100 ans, mais ça veut dire que chaque année, on a une chance sur 100 d'avoir une crue de type 1910. Alors dans le prochain numéro du Dessous des cartes, nous verrons quelles pourraient être les conséquences humaines et économiques d'une telle crue sur le bassin parisien si elle se produisait aujourd'hui, et bien sûr les moyens à mettre en œuvre pour en atténuer les effets. Sur cette thématique, je vous conseille de lire le livre de Magali Regueza Zit aux éditions Fayard, Paris coule-t-il. C'est un peu un livre incontournable pour qui s'intéresse à la possibilité d'une crue majeure sur la capitale française. Et puis vous pouvez revoir cette émission sur le site arte.tv et sur le site du Dessous des cartes, vous aurez une bibliographie concernant ce thème en langue française et en langue allemande.